Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Moi, monsieur, j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, j'ai eu la belle vie au temps béni des colonies. Si ces paroles vous rappellent quelque chose, c'est pas forcément parce que vous êtes fan de Michel Sardou. C'est peut-être tout simplement que ces paroles résonnent avec certains discours politiques que vous avez entendus récemment. Alors, restez avec moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est grave. Au football, la VAR, V-A-R, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et aux médias, la VAR, c'est la vérification de la parole des politiques. Dans ce nouvel épisode, on va voir comment, en France, on a toujours beaucoup de mal à parler correctement de notre passé colonial. C'est parti. C'est un échange qui a fait énormément parler de lui, celui entre Jean-Michel Apathy et Florence Portelli, fin février sur RTL. Il était question de l'origine des tensions diplomatiques entre Alger et Paris, et pour avoir dressé un parallèle entre les massacres commis par l'armée française en Algérie pendant la colonisation et le massacre perpétré à Oradour-sur-Glane par une unité de la Waffen-SS en juin 1944, Jean-Michel Apathy a été sanctionné. La direction de RTL l'a suspendu pendant une semaine car elle a jugé cette comparaison inappropriée. Et pour bien mesurer la dinguerie de l'époque que nous vivons, au risque de paraître un peu anachronique, eh bien, dites-vous que RTL sanctionnerait aujourd'hui un chroniqueur nommé Aimé Césaire pour avoir lu sur son antenne un extrait de son discours sur le colonialisme publié en 1950, dans lequel l'écrivain martiniquais dresse lui aussi un parallèle entre la barbarie coloniale et la barbarie nazie. T'es bien gentil, Aimé, avec ton rapprochement entre la pensée hitlérienne et la pensée coloniale, mais c'est non. Alors tu restes à la maison, ça t'apprendra à faire des comparaisons inappropriées. C'est bien compris, Aimé ? Alors, si le débat public s'est focalisé ces derniers jours sur le bien fondé de la comparaison historique développée par Jean-Michel Apathy, qui a fini par claquer la porte de RTL, ici, dans la VAR politique, on va s'intéresser à ce qui est passé relativement inaperçu. Je veux parler du contre-argumentaire de la vice-présidente du parti Les Républicains, Florence Portelli. Écoutez-la bien. C'est un dossier complexe, c'est un régime dictatorial. Mais ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre, vous comparez ça le massacre de tout un village. On n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. Mais vous vous rendez compte ce que vous dites ? C'est horrible, comparer ça au nazisme, comparer ça au Oradour-sur-Glane, des femmes et des enfants, tous étaient mis dans une église, ont été brûlés, les gens étaient tous, enfin les hommes ont été mitraillés. Eh bien, nous, ce que nous avons fait, c'est que les villageois... Ça n'a rien à voir, vraiment. Mais comme le fait Portelli, il est bien sûr possible de contester, ne serait-ce que par principe, tout rapprochement historique entre des périodes et des territoires aussi éloignés. Et il n'est pas interdit non plus de juger la comparaison que fait Apathy assez casse-gueule. Pourquoi pas ? Mais certainement pas avec ces arguments-là. La réaction de la vice-présidente des LR atteste d'une chose, sa parfaite connaissance de l'histoire de France du 10 juin 1944. Et c'est tant mieux. Mais ces propos mettent aussi en lumière sa méconnaissance abyssale de la conquête de l'Algérie par l'armée française à partir de 1830. Et ça, c'est désolant. Surtout à ce niveau de responsabilité politique. Mais elle n'est pas la seule à méconnaître cette partie de l'histoire. Comme l'a reconnu Thomas Soto, animateur du débat sur RTL, cette conquête coloniale, pour lui, c'est un peu rendez-vous un terrain inconnu. Mais je regrette que sur un sujet que moi je connais mal, je le dis sincèrement, parce que à l'école je n'ai pas assez bien appris ce sujet. À moins que l'école n'ait pas enseigné le sujet aux élèves de la génération de Thomas Soto et de Florence Portelli, dont je fais partie aussi. Mais heureusement, grâce à la génération TikTok et à ses influenceurs éclairés, pas ceux qui s'exfiltrent fiscalement à Dubaï, je vous propose un cours de rattrapage express sur l'épisode dit des enfumades. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. Je pense pas que vous ayez entendu parler aujourd'hui des enfumades d'Algérie, un des crimes de guerre les plus importants jamais commis par l'armée française, en tous les cas pendant la conquête de l'Algérie. Burgeaud va développer à partir de 1844 une doctrine complètement jusqu'au-boutiste. En parlant des populations civiles qui soutiennent les groupes résistants, il dit « Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, fumez-les comme des renards ».
C'est exactement ce que va faire le colonel Pélissier. Une de ses tribus s'est réfugiée dans des grottes et il décide de mettre le feu à des branchages à l'entrée des grottes en question. Il faut imaginer cette caverne qui est remplie petit à petit de fumée. Au matin, les troupes françaises sortent les corps, pratiquement tout le monde est mort. Aujourd'hui, on pense qu'il y a eu entre 700 et 1200 morts. Des enfumades, comme on vient de le voir, mais aussi des emmurades, des razzias et autres pillages de villages, des viols, des famines planifiées. Au total, certains historiens évaluent le bilan humain de la conquête de l'Algérie à 1 million de morts sur une population estimée entre 3 et 4 millions d'habitants. Pour le dire autrement, un quart de la population algérienne au moins a été décimée par l'armée française. Il me paraît cependant difficile d'en vouloir vraiment à Florence Portelli, car finalement c'est moins elle qui est à blâmer que sa famille politique. La vice-présidente des LR n'est que l'une des héritières d'un parti qui entretient depuis longtemps un lien assez dérangeant avec la mémoire coloniale du genre nostalgique. Il faut par exemple se souvenir que c'est l'ancêtre des Républicains, l'UMP, qui a fait voter en 2005 une loi exigeant que soit enseigné à l'école le rôle positif de la colonisation en Outre-mer et en Afrique du Nord. Avant d'être finalement abrogée par décret, la réécriture positive du roman national, voulu par des députés UMP, avait provoqué une vague d'indignation et de colère en Outre-mer. Il faut dire qu'après leur avoir enseigné l'histoire de nos ancêtres les Gaulois, vouloir imposer aux ultramarins une vision positive de la présence française sur leur territoire, c'était pas franchement une bonne idée, comme en témoignent ces images. Décidément, ce texte évoquant les bienfaits de la colonisation mobilisait contre lui une large partie de l'opinion, à commencer outre-mer. Dès qu'on me méprise, dès qu'on ravive ma douleur, il faut que je sois là. Et là, la douleur va monter. Parce que je me dis qu'on ne peut pas, la façon on ne peut pas faire ça. On ne peut pas être aussi irrespectueux. Mais à l'époque, le ministre de l'Intérieur, un certain Nicolas Sarkozy, ne voyait aucun inconvénient à enseigner les soi-disant aspects positifs de la colonisation, bien au contraire. Il s'opposait alors au Premier ministre, Dominique de Villepin, qui signera quelques semaines plus tard le décret d'abrogation de l'article de loi initié par l'UMP. Nous avons besoin d'être enrichis par le regard et les travaux des historiens. Mais première règle, ce n'est pas aux politiques, ce n'est pas au Parlement que d'écrire l'histoire ou de dire la mémoire. Il faut cesser avec la repentance permanente en France pour revisiter notre histoire. Mais ça devient ridicule. J'ouvre une petite parenthèse à propos du mot « repentance » que l'on vient d'entendre dans la bouche de Nicolas Sarkozy, car il faut rappeler que le repentir est une action qui appartient au domaine religieux. La repentance, c'est regretter ses péchés et les réparer. Donc c'est pour le moins curieux d'entendre ce défenseur et garant de la laïcité à la française parler comme un curé. Je referme la parenthèse. En 2007, le candidat Sarkozy répétera pendant sa campagne électorale tout le mal qu'il pense de la repentance. De la colonisation française, il veut surtout retenir une vision idéalisée qui efface toutes les aspérités, tous les mauvais côtés, pour ne garder que l'image d'une France bienfaitrice, celle qui construit des ports, des ponts, des routes et des hôpitaux. Mais Sarkozy ne s'attarde jamais sur le très faible taux de scolarisation des peuples colonisés, à peine 15% en Algérie. Pas plus que Sarkozy ne déplore le statut de l'indigénat, qui faisait des indigènes musulmans algériens des sous-citoyens en ne leur accordant pas les mêmes droits civiques. Une fois élu en 2007, Sarkozy continue sur sa lancée. En visite à Dakar, il ose carrément, je le cite tellement c'est énorme, il ose dire que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Mais curieusement, le public ne lui a pas répondu « On pense encore à toi, au Boana ». Devant les Sénégalais, le Sarko-Show fait le grand combo. Le champ lexical religieux pour expliquer le refus de repentance et la promotion des aspects positifs de la colonisation. Droit dans ses bottines, Sarkozy s'est donné à fond. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on commence par écouter le sermon du père Sarkozy. Nul ne peut demander aux générations d'aujourd'hui d'expier ce crime perpétré par les générations passées. Nul ne peut demander aux fils de se repentir
des fautes de leur père. Jeunesse d'Afrique, je ne suis pas venu vous parler de repentance. Jeunesse d'Afrique, le président français est venu vous parler des bienfaits de la colonisation, car à travers vous, c'est avant tout à son électorat français qu'il s'adresse. Alors, plutôt que de regarder sans broncher le discours de Sarkozy vantant les mérites de la colonisation, je vous propose de confronter ce discours aux réponses du chroniqueur de RTL, aux réponses d'Aimé Césaire, que l'on trouve dans son texte publié en 1950. Cette confrontation entre la parole de Sarkozy et la parole de Césaire rend encore plus incongrue, je trouve, la persistance d'un discours colonial dans l'esprit de la droite française d'aujourd'hui. Vous allez le voir, ce dialogue fictif entre Césaire et Sarkozy permet de déconstruire une série de clichés que l'on pourrait entendre dans le dernier OSS 117. C'est le journaliste haïtien Guy Ferrolus qui se fait le porte-voix du poète martiniquais et à travers lui, de toutes celles et ceux qui ont subi la colonisation. Le colonisateur est venu, il a pris, il s'est servi. Il a pris, mais je veux dire avec respect qu'il a aussi donné. Pour contrer ceux qui prétendaient déjà à l'époque que la colonisation avait apporté le progrès, le poète répond. Il a construit des ponts, des routes. On me lance à la tête des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. Moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le pont d'Abidjan. Le colonisateur est venu. Il a rendu fécondes des terres vierges. On m'en donne plein la vue de tonnage de coton et de cacao exportés, d'hectares d'oliviers ou de vignes plantées. Moi, je parle d'économie naturelle, d'économie harmonieuse et viable, d'économie à la mesure de l'homme indigène désorganisé, de culture vivrière détruite, de sous-alimentation installée, de développement agricole orienté selon le seul bénéfice des métropoles, de rafles de produits, de rafles de matières premières. Il a donné sa peine, son travail, son savoir. Je veux le dire ici. Tous les colons n'étaient pas des voleurs. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, écrit Aimé Césaire, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral. Tous les colons n'étaient pas des exploiteurs. Pour Aimé Césaire, une nation qui colonise, une civilisation qui justifie la colonisation est une civilisation malade, une civilisation atteinte. Le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy date de 2007. Mais il y a quelques semaines à peine, on pouvait encore l'entendre dans la bouche de... Je pense que venir globalement dire que la colonisation était un drame pour l'Algérie, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Économiquement, en termes d'infrastructures, etc., la France a apporté à l'Algérie... La France a apporté à l'Algérie quelques séances de torture aussi, oublie de préciser la fifille de Jean-Marie Le Pen. Et l'Algérie a apporté à la France sa dissuasion nucléaire, celle que le président Macron souhaite désormais étendre à d'autres pays européens. Ce qu'il faut savoir, car on l'oublie trop souvent, c'est qu'après l'indépendance de l'Algérie, signée en 1962, l'armée française a continué ses essais nucléaires dans le désert algérien. Une dizaine d'essais supplémentaires ont été menés dans le Sahara jusqu'en 1966. Au chapitre du rôle positif de la colonisation française en Algérie, il faut ajouter la contamination radioactive dont est encore victime la population vivant près des sites militaires ayant abrité les essais nucléaires français. L'exposition aux radiations de la population locale provoquerait encore aujourd'hui, des décennies plus tard, une hausse des cas de cancer et de malformations. Du matériel radioactif a été laissé sur place sans que les populations locales ne soient informées du danger. Le scientifique a rapporté un échantillon rendu par la suite aux autorités algériennes. Une énorme contamination en césium-137, il y a aussi une contamination en plutonium, donc c'est vraiment un déchet radioactif à vie longue qui n'a absolument rien à faire dans l'environnement accessible à tout le monde. Les autorités françaises ont minimisé l'impact sur les populations locales, notamment Touareg. Au sein de la population, beaucoup sont convaincus que le nucléaire est à l'origine de tous leurs maux. Dans certaines zones, la radioactivité ne commencera à décroître que dans 24 000 ans.
Alors la France doit-elle enfin exprimer officiellement des regrets, voire des excuses à l'Algérie pour l'avoir colonisée ? Oui, c'est ce que répondait François Hollande dans Devoir de vérité, un livre d'entretien avec Edoui Plenel, publié en 2006. Le premier secrétaire du PS déclarait « Nous sommes comptables du passé et responsables de l'avenir. La SFIO, l'ancêtre du PS, a perdu son âme dans la guerre d'Algérie. Elle a ses justifications, mais nous devons encore des excuses au peuple algérien. Et nous devrons faire en sorte que cela ne se reproduise plus. » Mais François Hollande a ensuite retourné sa veste. En 2010, il n'était plus question de s'excuser. Et lors de sa visite d'État à Alger fin 2012, François Hollande explique que sa promesse de présenter des excuses n'en était pas vraiment une. Ce qu'il me revient de faire, c'est qu'un nouveau chef d'État français en 2012 puisse donner une nouvelle impulsion à la relation franco-algérienne. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Évoquer le passé à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance algérienne, sûrement. Reconnaître l'épreuve que ça a été pour la population algérienne. Je ne suis pas du tout convaincu que ce soit sous cette forme-là qu'il faille évoquer l'histoire. Non, nous n'avons pas à exprimer de repentance. Pourtant, en 2006, dans votre livre Devoir de vérité, vous aviez écrit « Nous devons encore des excuses au peuple algérien ». Vous étiez alors premier secrétaire du Parti socialiste. Pourquoi aujourd'hui, vous êtes président, vous ne voulez plus faire ces excuses? Non, moi je suis président de la République, j'engage la France. J'engage pas un vous parti. rediriez cette phrase ou pas? J'engage pas un parti, j'engage la France. Ma parole, elle vaut pour tous les Français. Elle n'est pas une sensibilité. Elle est la France. En février 2017, c'est le candidat Macron qui qualifie la colonisation française de crime contre l'humanité lors d'une visite à Alger. Puisqu'il s'agit de crimes contre l'humanité, Macron précise fort logiquement que des excuses devront être présentées par la France. Mais après avoir été élu, le président Macron semble lui aussi avoir changé d'avis. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses. Il ne veut pas aller jusqu'aux excuses. Pour lui, le pire, ce serait de conclure, voilà, on s'excuse et finalement chacun reprend son chemin. Le travail de mémoire et d'histoire même, ce n'est pas un solde de tout compte, c'est, je le cite, bien au contraire, soutenir que dedans il y a de l'inqualifiable, de l'incompris, de l'indécidable peut-être, et de l'impardonnable. En refusant d'exprimer le moindre regret ou le moindre début d'excuse officielle, la France navigue à contre-courant d'un mouvement historique enclenché récemment en Europe par d'autres anciennes puissances coloniales. Ces dernières années, le roi d'Angleterre, le président portugais, le roi des Belges, le président allemand et même le Premier ministre néerlandais ont tous publiquement exprimer des regrets ou des excuses pour les atrocités commises par leur pays pendant la période coloniale. Le roi Charles est le premier membre de la famille royale britannique qui exprime en fait sa profonde tristesse et son grand regret pour ce qu'il a appelé des actes répréhensibles commis contre les Kenyans. C'est une visite à forte portée symbolique qu'effectue depuis mardi le roi des Belges et son épouse, la reine Mathilde, en République démocratique du Congo. Face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. En tant que président de la République fédérale d'Allemagne, je voudrais demander pardon pour ce que les Allemands ont fait à vos ancêtres. Today, I apologize. Disculpa. Tida, taki, pardon. La France, avec l'Espagne, fait figure d'exception en n'exprimant ni regret ni pardon. En agitant comme un chiffon rouge la remise en cause des accords de 68 avec l'Algérie au lieu d'avancer sur la question mémorielle, en mettant à l'index celui qui ne fait que rappeler des faits historiques au lieu de rappeler à l'ordre celles qui les contestent, la France donne l'impression de vouloir reculer encore et toujours le moment inéluctable où notre pays devra affronter ce qu'il a tant de mal à reconnaître, le bilan terrible de son passé colonial et en tirer les conséquences. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de l'Avare politique. Dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire, likez si vous avez aimé et restez connectés aux médias.